Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde. À la une de l'actualité, le Liban écrasé sous les bombes de l'armée israélienne. Le pays est en deuil et sous le choc au lendemain du carnage perpétré à Beyrouth et dans le sud du pays. 254 personnes ont été tuées selon la défense civile et près de 1200 autres ont été blessées. L'indignation prend part à l'ONU. De son côté, Benyamin Netanyahou déclare, je cite, qu'Israël frappera le Hezbollah partout où il le faudra. Nous serons en direct de Beyrouth avec notre correspondant Wissam Charaf. La situation au Liban qui fragilise dangereusement la trêve en vigueur entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran met en garde Washington. Le Liban est partie intégrante du cessez-le-feu. Nous serons en direct de la capitale iranienne avec notre correspondant Siavosh Ghazi. En Tunisie, cela fait maintenant quasiment 2 ans que le journaliste franco-tunisien Mourad Zeghidi est emprisonné avec son collègue Boren Psayes. Reporters sans frontières appellent à leur libération immédiate. Nous recevons le directeur général adjoint de RSF, Antoine Bernard. Vous entendrez aussi le témoignage des filles de Mourad Zeghidi, Yasmine en plateau et Inès en direct de Tunis. On connaît la sélection officielle du Festival de Cannes 2026. 21 films en lice pour la prestigieuse Palme d'Or. Plusieurs grands noms seront de la partie. Pedro Almodovar, Ashghar Farhadi ou encore Christian Mungiu. Des habitués, mais aussi, nous le verrons, des nouveaux noms. 64 débats, l'innovation financière au service du développement en Afrique. Les tokens, les jetons numériques, rassurez-vous, on va tout vous expliquer. Ces jetons numériques peuvent-ils aider à construire des infrastructures et à garantir une souveraineté économique? 64 minutes, c'est parti. Au Liban, le président du Parlement, Nabi Berri, dénonce un crime de guerre à grande échelle au lendemain des bombardements massifs qui ont visé des zones densément peuplées. Le pays est sidéré après ces attaques de l'armée israélienne, officiellement contre le Hezbollah, mais de nombreux civils font partie des victimes. Le mouvement chiite affirme de son côté, je cite, avoir le droit de répondre. Le récit d'Antoine Delpierre. Au milieu des ruines calcinées et dans la poussière des gravats, comment faire son deuil ? À Beyrouth, comme dans les autres villes du pays bombardées ce mercredi par Israël, cette question reste sans réponse pour de nombreux Libanais, encore sous le choc des frappes, notamment celles menées sans avertissement sur des zones résidentielles au cœur de la capitale. Je ne peux pas vous décrire l'intensité, la terreur, l'effroi. Le bruit était assourdissant, terrifiant, vraiment effrayant. C'est incroyable, cette destruction massive. Même quelqu'un qui n'a jamais eu peur aurait été effrayé. Cette peur et cette angoisse, je la ressens. Où va ce pays ? Dans les décombres, les secouristes recherchent toujours les victimes ensevelies qui viendront alourdir le bilan meurtrier des frappes israéliennes. Plus de 200 morts pour l'heure, selon le ministère de la Santé. Dans les hôpitaux saturés, où les stocks de kits médicaux de traumatologie manquent déjà, selon l'OMS, les blessés, plusieurs centaines, semblent pour beaucoup encore traumatisés par le déluge de feu qui s'est abattu sur eux. Je pensais être mort. Que s'est-il passé? Je ne saurais pas vous dire. Un grand éclair m'a aveuglé, puis quelqu'un est arrivé en volant et a atterri à côté de moi. Il était mort. Pas encore remis des bombardements de la veille, en ce jour de deuil national, les Beyrouthins ont déjà reçu de nouveaux avertissements d'Israël, les appelant à évacuer les quartiers sud avant de nouvelles frappes contre le Hezbollah. On a besoin de vivre en paix. On ne veut se battre avec personne. On veut aller à la plage, manger du taboulé et que les gens viennent au Liban pour profiter du soleil, du beau temps et se faire des amis. Pourquoi y a-t-il toujours des bombes ici ? À cette question, Israël a répondu par des raids ce jeudi encore sur le sud du pays, où le dernier des ponts déjà pris pour cible sur le Litani a été touché ce mercredi. Ce fleuve, qui sépare l'extrême sud du Liban du reste du pays, est stratégique pour l'armée israélienne, qui prétend vouloir établir une zone de sécurité avant sa frontière pour mener ses opérations contre le Hezbollah. Le mouvement chiite libanais, qui de son côté a tiré plusieurs roquettes vers Israël en représailles aux frappes de la veille, et affirmé que ses combattants étaient engagés ce jeudi dans des affrontements directs avec les forces israéliennes. Et en direct de Beyrouth, notre correspondant Wissam Charaf. Bonsoir Wissam, on vient de l'entendre, journée de deuil national ce jeudi au Liban. Quelle est la situation au lendemain de ces bombardements meurtriers ?
Oui, le Liban s'est levé sur un jour de deuil. Les habitants sont encore terrifiés par les frappes d'hier qui ont été dévastatrices et qui semblent avoir franchi un nouveau palier. L'armée israélienne semble désormais cibler sans distinction et sans préavis des zones civiles, résidentielles, faisant des centaines de victimes innocentes, alors qu'elle ciblait par le passé surtout la banlieue sud de Beyrouth. Et tout le monde, comme vous pouvez l'imaginer, se demande où tombera la prochaine frappe. Quelle famille innocente sera pulvérisée cette nuit? Alors ce soir, la situation n'est guère meilleure. Les Israéliens ont émis un avis d'évacuation englobant de larges quartiers à l'entrée sud de Beyrouth, ce qui a donné lieu à un exode massif de la population, notamment du stade de Beyrouth, la cité sportive, où le gouvernement libanais avait installé le principal centre d'accueil des réfugiés à Beyrouth. Le gouvernement libanais qui, de son côté, a aujourd'hui décidé d'interdire à Beyrouth les armes des groupes non étatiques, dont le principal est aujourd'hui le Hezbollah. Ce dernier est depuis le début de cette guerre vivement critiqué par une partie de la population et de la classe politique pour avoir entraîné le pays dans une guerre avec Israël pour venger la mort de l'ayatollah Khamenei tué par Israël. Alors, est-ce que cette décision d'interdire les armes à Beyrouth va être appliquée et surtout, est-ce que cela va pouvoir servir à endiguer la folie meurtrière de l'armée israélienne? Nul ne le sait et pour l'instant, les Libanais, eh bien, ils se préparent à une nouvelle nuit de bombardements intenses sur la capitale, Beyrouth. Merci beaucoup Wissam Charaf en direct de Beyrouth pour TV5 Monde. Un mot pour vous dire aussi que l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël pourrait être rediscuté selon le ministère français des Affaires étrangères qui dénonce, je cite, des bombardements disproportionnés. Et avec ces attaques au Liban, le but d'Israël est-il de faire capoter la trêve en Iran? Pour Téhéran, en tout cas, le Liban est une partie inséparable de l'accord de cessez-le-feu. Une trêve qui, vous allez le voir, offre un peu de répit aux habitants de la capitale, comme nous le montrent ces images et ce commentaire de notre correspondant sur place, Siavash Ghazi. Moins de 48 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, donc il y a 2 jours, la vie reprend petit à petit dans les rues de Téhéran. On est ici près du petit bazar de la capitale iranienne, dans le nord de la capitale. On voit beaucoup de monde dans la rue, des gens qui sont sortis alors que les rues étaient désertes encore hier. Beaucoup de monde donc, qui sont venus faire des petits commerces pour se balader au début de ce week-end. Le week-end qui commence jeudi, donc qui continue le vendredi en Iran. Donc une vie qui reprend beaucoup de tranquillité et d'espoir que le cessez-le-feu va continuer, alors que côté pouvoir, la position reste assez dure, puisque sur plusieurs points, notamment pas question pour l'Iran de renoncer à l'enrichissement d'uranium, comme cela a été affirmé encore par les dirigeants américains. Et il faut que, selon Téhéran, il faut que le cessez-le-feu s'applique également au Liban, et que Israël arrête ses attaques contre le Hezbollah et le Liban. Pas question de participer à des négociations avec les Américains à Islamabad si les attaques ne sont pas arrêtées contre le Hezbollah et contre le Liban, en particulier les quartiers chiites de la capitale, mais aussi d'autres régions du Liban, comme cela a été affirmé encore aujourd'hui par une source informée qui a affirmé que l'Iran ne participera pas à des négociations si Israël ne cessait pas ses attaques contre le Liban. Et on poursuit cette page consacrée à la guerre au Moyen-Orient. L'Union européenne rejette toute idée de péage pour emprunter le détroit d'Ormuz. Cela contreviendrait à la liberté de navigation selon Bruxelles. Et en attendant, très peu de bateaux osent s'aventurer sur ce chemin, sur ce couloir stratégique. Les précisions d'Hugo Barbieux dans 64 Échos. Bonsoir Hugo. Malgré le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington, donc très peu de bateaux tentent l'aventure. Effectivement, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, 4 navires seulement ont franchi le détroit. Et vous le voyez, vous allez le voir sur cette carte, le trafic reste totalement bloqué. Alors pourquoi une telle prudence? Eh bien, dans la nuit, les médias iraniens ont relayé cette carte et l'annonce des gardiens de la Révolution que les navires devraient désormais emprunter 2 itinéraires alternatifs que voici, et ce afin, je cite, d'éviter la présence de mines anti-navires dans la zone de trafic principale. C'est la zone rouge, ici, en plein cœur du détroit. Les nouvelles routes commerciales passent donc maintenant, on le voit, beaucoup plus près des côtes iraniennes. Et c'est une menace qui planait de longue date. Hugo, c'est maintenant sûr, il va falloir s'acquitter d'un péage, il va falloir payer. Eh bien oui.
$1 par baril. Ce serait donc le tarif pour franchir le détroit. Ça représente tout de même jusqu'à $2 millions par bateau, pour les plus grands en tout cas. Et si on exclut les pétroliers iraniens du calcul, Téhéran pourrait récolter $14 millions par jour, de quoi renflouer les caisses du régime. Le Financial Times détaille la procédure que doivent suivre les navires. Il faut d'abord envoyer un email aux autorités et décrire le contenu de la cargaison. Ces mêmes autorités s'assurent alors que le navire ne sert pas à faire transiter des armes. Enfin, si tout est en règle, le régime communique au capitaine le montant à payer en crypto-monnaie. Le porte-parole iranien des exportateurs de pétrole de préciser, les navires disposent de quelques secondes pour payer en bitcoin, ce qui garantit qu'ils ne peuvent être ni tracés ni confisqués en raison des sanctions. Et comment réagit le secteur maritime ? Eh bien, les professionnels du secteur dénoncent d'abord des menaces par message radio. Les marins dans le Golfe ont été avertis. Les navires qui tenteraient la traversée sans autorisation seront détruits. Ils dénoncent aussi le flou de ce système de péage fixé, disent-ils, à la tête du client. Les conditions pour passer le détroit sont négociées navire par navire. Les frais précis varient donc en fonction de la nationalité du bateau. Et puis, dernier point, qui paiera la note? Est-ce l'armateur qui exploite le navire ou l'affréteur qui le loue pour transporter ses marchandises? Le problème étant inédit, la question n'est à ce jour toujours pas tranchée. Merci beaucoup Hugo pour ce point complet sur ce détroit d'Ormuz dont on parle depuis maintenant 41 jours de guerre au Moyen-Orient. C'est ainsi que l'on referme cette page. Direction l'Amérique du Sud et l'Argentine précisément, un pays réputé pour ses glaciers majestueux comme le Perito Moreno en Patagonie. Les zones autour de ces glaciers étaient jusqu'ici protégées, mais tout va changer aux grandes dames des écologistes. La suite nous est racontée par Grégory Fontana. Ces glaciers sont l'un des principaux joyaux de l'Argentine, mais ces colosses n'ont pas des pieds d'argile, mais faits de cuivre, d'or, de lithium ou bien d'argent. Et c'est bien l'appétit des exploitations minières qui les menace aujourd'hui. Je dirais aux législateurs qu'ils ont été élus pour représenter les intérêts du peuple et non ceux des grandes compagnies minières ou des grands capitaux, et qu'ils devraient se montrer à la hauteur de la situation, car aujourd'hui ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais cela nous affecte tous. Demain, eux aussi subiront les conséquences du manque d'eau. L'avenir de ces glaciers se joue derrière les murs du Parlement, considérés jusqu'à présent comme des réserves stratégiques en eau. Ils fournissent à eux seuls 70% de l'eau potable en Argentine, 10% des réserves mondiales. En autorisant les exploitations minières à opérer dans les zones préglaciaires, c'est une nouvelle menace qui s'ajoute de facto à celle du réchauffement climatique, ce que réfutent les députés conservateurs et libertariens du parti de Javier Milei, le président à la tronçonneuse. Je le répète, le modèle ne change pas. La protection des glaciers, leur importance en matière d'eau ne change pas. La fonte des glaces, c'est le principal enjeu climatique en Argentine. En interdisant il y a 10 ans toute activité humaine dans les zones sensibles, le pays devenait un cas unique en Amérique latine dans le domaine de la protection de l'environnement. La loi sur les glaciers est une loi historique et fondamentale pour l'environnement. Elle représente également un minimum de garantie pour la protection des glaciers et de la zone périglaciaire. Le poids du cuivre et de l'or ont pesé beaucoup plus lourd que l'eau dans la balance. Au terme de 12 heures de débat, la réforme est finalement adoptée aux grandes dames des protecteurs de l'environnement. Et place maintenant au 4e volet de notre série baptisée Congo jusqu'à la dernière grume, réalisée en partenariat avec le Rainforest Investigation Network du Centre Pulitzer. Il y a 2 ans, Brazzaville affirmait sa volonté de faire appliquer la loi qui restreint fortement les exportations de ces troncs d'arbres à l'étranger. Mais ces grumes continuent en fait de quitter le pays, principalement par le port de Pointe-Noire. Tout le monde le voit, personne ne dit rien. Pourquoi cette omerta? Reportage de notre équipe Berdy Pambou, Laure de Matos, Fanny Noharo et Christophe Arnois. Le port de Pointe-Noire, l'un des plus grands en eau profonde d'Afrique centrale. Le cœur battant de l'économie congolaise. La principale porte de sortie de son bois aussi. À l'une de ses entrées, régulièrement, des camions chargés de grumes. Pourtant, fin 2022, le directeur général du port autonome a emboîté le pas à la ministre de l'économie forestière. Il a lui aussi prévenu par courrier les usagers du site qu'il était fait interdiction à compter du 1er janvier 2023 d'exporter les produits bois en grumes. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous pénétrons en caméra cachée.
Les accès aux lieux sont limités. Direction le parc à bois du port, où des grumes s'amoncellent. Une société, la Socomab, s'occupe de la manutention des cargaisons. Elle décharge les camions avant de charger les bateaux. Il y a en moyenne un départ par mois de grumes pour la Chine, selon cet employé de la Socomab. L'Algérie, c'est les Chinois, après c'est les Chinois, c'est pour c'est les Chinois. Et il faut que la machine aille vite. L'État congolais définit le quota d'argent par année. Dont le client, le quota de l'année, le client doit finir son bois. Donc ça veut dire que le bois qui est là, c'est le quota de 2025 ou bien de... En temps normal, c'est 2025, mais or, il y a un bois de 2026 qui est déjà. Comment c'est possible? Mais c'est chez moi, c'est des magouilles. Comme les Chinois. Quand on leur donne le quota de 2025, ils peuvent tricher, non? Voilà. Les grumes, on les devine aussi vues du ciel. Elle continue donc de quitter Pointe-Noire en ce début 2026, hors autorisation spéciale. La Socomab appartient à Wilfried Sassou Nguesso, neveu du président. Nous tentons d'en savoir plus auprès de l'un des dirigeants de l'entreprise. On s'intéresse notamment au commerce et à l'exportation des grumes. C'est interdit, c'est ça, depuis 2023? C'est ça. On parlera mieux de vive voix, il n'y a pas de souci. D'accord. Dès que j'ai un temps de libre, je vous rappelle, vous en faites pas. D'accord. Notre interlocuteur ne nous rappellera jamais. À 5 minutes de route de là, le siège du SCPFE, le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. Son directeur coupe net la conversation. Est-ce que les grumes continuent de sortir via le port de Pointe-Noire pour l'exportation? Et à la prochaine occasion, madame, s'il vous plaît. Merci. La gêne, partout à Pointe-Noire, autour de ces pratiques qui perdurent, même si elles sont validées par le gouvernement congolais via le système des autorisations spéciales. Allons à la rencontre des parties chinoises à Brazzaville cette fois, quartier ambassade des États-Unis. La Cefid, cette société à capitaux chinois qui opère dans le nord du pays et dont nous savons qu'elle a bénéficié d'une autorisation spéciale, est installée dans ses locaux, vides. J'ai envoyé des demandes d'interview par mail, etc. au siège et j'ai aucune réponse. J'aimerais bien entrer en contact avec un représentant de la société au Congo. Mais là, il est parti en congé. D'accord. Ça fait pratiquement 3 ou 4 jours qu'il est parti en congé. Ah, d'accord. Mais j'imagine qu'il a un bras droit ou direct qui peut nous rencontrer. Ce serait qui? Pour l'instant, personne. En amont de ce tournage, nous avons aussi sollicité l'ambassade de Chine en République du Congo. Car l'ambassadrice, nous dit-on, intervient volontiers auprès des autorités pour défendre les intérêts des entreprises de son pays. Une responsable de la communication nous contacte finalement. J'aurais aimé interviewer directement Madame l'ambassadeur. Elle est reste occupée, donc je pense pas qu'elle a le temps. Recontactée par mail à notre retour à Paris, l'ambassadrice de Chine n'a pas non plus répondu à nos questions écrites. Selon les données des douanes chinoises, rassemblées et analysées par Trade Data Monitor et rendues publiques par l'ONG américaine EIA, plus d'1 150 000 mètres cubes de grumes congolaises ont été importés par la Chine de 2023 à 2025, le tout pour un montant de plus de 350 millions de dollars. Pendant 12 ans, il a été pour Canal+, l'une des grandes voix du football italien et du football africain. Cela fait maintenant presque 2 ans que le journaliste franco-tunisien Mourad Zeghidi est incarcéré, emprisonné avec son collègue de la radio IFM, Borhen Psayes. Le commentateur et l'animateur ont été d'abord reconnus coupables d'avoir voulu donner la parole à des opposants. 8 mois et demi de prison ferme. Et récemment, au mois de janvier, ils ont écopé de 3 ans et demi de prison pour blanchiment d'argent. Des faits qu'ils ont toujours nié. Reporters sans frontières appellent à leur libération immédiate. Bonsoir Antoine Bernard. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes directeur général adjoint de RSF. Avec nous également les 2 filles de Mourad Zeghidi. Yasmine sur ce plateau, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Inès, en direct de Tunis, la capitale tunisienne. Inès, est-ce que vous pouvez rendre visite à votre père? Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Comment va-t-il? Bonjour. Oui, bien sûr. Nous, on a le droit à une visite par semaine, les vendredis. Donc, je suis allée le voir vendredi dernier. Il n'avait pas encore connaissance
de la nouvelle date d'appel, puisqu'on a obtenu une date d'appel. Il est combatif encore, il est assez optimiste aussi. On a pu entrer en contact avec lui à travers son avocat qui allait le voir hier avec la nouvelle justement de l'appel. On est optimiste. On pense que la désignation d'une date d'appel, c'est une bonne chose pour nous, même si le temps se fait long, ça fait presque 2 ans, et donc forcément, c'est compliqué de tenir le coup et de garder le moral. Ouais. Yasmine, juste avant que je pose ma question, d'abord, l'appel, il aura lieu quand ? L'appel aura lieu mardi, le 14 avril. Mardi 14 avril, c'est donc la semaine prochaine, c'est bientôt. Vous l'avez vu depuis son incarcération, vous qui vivez ici ? Bien sûr, j'étais avec lui en mai 2024 quand il a été arrêté à Tunis. Ouais. Suite à ça, j'ai pu le voir comme à Zinès. Donc on a 15 minutes de visite, une seule fois par semaine pour tout le monde. Moi qui suis à Paris, malheureusement, je le vois beaucoup plus rarement. Avec mon travail, c'est difficile de me déplacer. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 1 mois environ. Quelles sont ses conditions de détention ? À quoi a-t-il droit ? À quoi n'a-t-il pas droit ? Je sais que vous lui apportez notamment des repas. C'est ça. Donc c'est nous, la famille, donc principalement du coup ma sœur, moi et ma tante, ainsi que sa tante à lui, qui devons lui apporter de la nourriture, ses affaires, ses livres. C'est principalement nous qui sommes en charge de tout ça. Et vous êtes donc avec Reporters sans frontières sur notre plateau pour réclamer la libération de notre confrère. Comment est-ce que vous qualifiez sa détention, vous, à RSF ? Elle est arbitraire, elle est illégale, elle est abusive ? Nous la considérons en effet comme complètement infondée, comme arbitraire. Ce qu'on voit, c'est que ce dossier est vide. Il a été vide une première fois pour la première condamnation diffusion de fausses nouvelles sur la base du décret 54, dans le but de nuire à la sûreté publique, à la défense nationale ou de semer la terreur dans la population. Enfin, il n'y a qu'à regarder les émissions de Morad pour constater que non, cette condition-là n'était pas remplie. Vacuité également sur le chef du blanchiment. Il faut des stratagèmes pour blanchir des fonds. Le dossier montre qu'il n'y a aucun stratagème de la sorte. Évasion fiscale, ça justifie absolument pas ce genre de choses, et surtout ça se discute. Alors je précise, je le disais, Morad qui était une grande voix du football, mais après la révolution et le départ de Ben Ali, il avait fait le choix quelques années après de rentrer au pays et de travailler sur le terrain, disons-le, plutôt politique. Une voix libre, diriez-vous, très populaire, qui dérange en Tunisie ? En effet, une voix libre, et le dossier le cas de Morad est très très symbolique. C'est pour ça que quand Inès, Yasmine, Myriam nous ont contactés avec cet appel à la solidarité internationale, évidemment on devait répondre présent. Vous savez, la Tunisie en 5 ans a plongé au classement mondial de la liberté de la presse, de la 72e place sur 180, ce qui était très bien, à la 129e. C'est un plongeon énorme aujourd'hui. L'affaire Morad Zeghedi est vraiment typique de ce plongeon. C'est un dossier vide, c'est un dossier kafkaïen, et j'irais même jusqu'à dire c'est un dossier qui montre une forme d'acharnement, voire même de cruauté, parce que quand même, c'est quelques jours avant sa libération, à sa première condamnation de 8 mois, qu'on lui notifie de nouvelles charges et qu'on le garde. Enfin, c'est quand même de la cruauté. Alors là, le 14... il y a cet appel, c'est l'occasion d'une clémence, c'est l'occasion d'une sortie par le haut, et c'est vraiment l'espoir qu'on forme avec la famille de Morad. Alors justement, puisque la famille est ici présente avec nous, vous le disiez, vous avez cité Myriam, la sœur de Morad, Inès en direct de Tunis. Justement, est-ce que vous avez un message à transmettre pour votre père aux autorités tunisiennes, à la justice tunisienne, à quelques jours maintenant de cet appel ? Je pense que le message, justement, c'est qu'il est temps de mettre fin à l'injustice. Ça fait bientôt 2 ans. Dans ce samedi, ça fera 700 jours. Je crois que si le but était de lui faire peur, je pense qu'après quasiment 2 ans de prison, on part à 54 ans, c'est plus un enfant non plus, quoi. Je pense qu'il est temps de mettre fin à l'injustice, de mettre fin à cet acharnement. Les défauts fiscaux de mon père peuvent largement être fixés, être réglés en dehors de la prison, en fait. C'est pas des fautes pénales. Donc, voilà, Inès, si vous aviez un message à lui dire ce soir sur TV5 Monde qui regarde en Tunisie, que diriez-vous à votre père ? Qu'on est très fiers de lui. On était déjà très fiers de lui avant, et on est toujours très fiers de lui et de la façon dont il a réussi à gérer ça, et de la façon dont il arrive toujours à gérer ça. C'est normal des fois de perdre le moral un peu, mais il reste archi résilient après presque 2 ans de prison.
Et pour ça, je pense qu'on ne lâchera pas. Merci Inès. Yasmine, même question, un mot pour votre père ce soir. Rappelons qu'il aime son pays, il a fait le choix, il aurait pu continuer à commenter le football de manière beaucoup plus tranquille. Il a fait le choix de retourner au pays qu'il aime. Que lui dites-vous? Je lui dirais de tenir bon, de ne pas faillir devant cet acharnement, devant cette adversité, que nous, on continue de se battre pour lui et qu'on se battra pour lui jusqu'au bout. Merci beaucoup Yasmine, Inès en direct de Tunis et merci également à vous d'avoir été avec nous, Antoine Bernard, directeur général adjoint de Reporters sans frontières. Voilà donc pour cette page consacrée à nos deux confrères incarcérés en Tunisie depuis près de 2 ans. Vous regardez 64 minutes, on se retrouve après une courte pause pour 64 débats. L'innovation financière au service du développement en Afrique, est-ce possible? Nous allons vous parler des tokens, des jetons numériques. Peuvent-ils financer les infrastructures et garantir une souveraineté économique? Il sera question notamment de l'industrie minière en République démocratique du Congo. Restez avec nous sur TV5 Monde.